Merci beaucoup. Donc oui, je vais vous présenter un projet de recherche interdisciplinaire qui s'appelle donc Parcours Covid. Et donc parcours, ça veut dire parcours, association, réseau, chronicité, organisation, usager, retour d'expérience, soins. C'était l'objet d'une réflexion. Donc c'est un projet interdisciplinaire qui a été mené à l'Institut La Personne en médecine, qui est un institut de recherche interdisciplinaire en santé à l'université Paris-Cité, qui est dirigé par Céline Lefebvre, philosophe, et Élise Ricada, psychologue, psychanalyste. Et donc voilà, c'est un projet de recherche qui a été réalisé avec une grosse équipe interdisciplinaire, à la fois psychologue, philosophe, sociologue, médecin, spécialisé en éthique ou pédiatre, anthropologue au départ et représentants d'usagers. Je vais revenir là-dessus, sur comment s'est composée aussi cette équipe et qu'est-ce que ça a donné. Et je vais aussi reprendre quelques résultats quand même de la recherche. C'est vrai qu'au début, j'étais partie vraiment sur l'aspect méthodologie interdisciplinaire. Puis je me suis dit, en fait, quand même, peut-être raconter aussi autre chose. Donc, c'est un projet qui a été financé par une ANR Recherche Action spéciale Covid. Voilà, comme de nombreuses qui ont été publié à cette époque-là. Et donc, ce projet qui porte spécifiquement sur, en fait, le vécu du Covid et plus précisément du premier confinement, de la crise sanitaire, de la restructuration des soins, donc par les malades chroniques. L'idée, c'était vraiment de voir justement si, pour les malades chroniques, ça s'était réorganisé différemment, si le fait d'être suivi régulièrement depuis longtemps, d'avoir une certaine expérience de sa maladie, ça avait pu changer des choses, d'avoir une certaine relation aussi avec les professionnels de santé, si ça avait pu changer quelque chose à la fois dans l'accès en fait aux structures, aux soins, la manière de vivre le confinement. Et on s'est aussi intéressé à la question de l'impact en fait aussi de la réorganisation des ressources sanitaires et du confinement sur les réseaux de soins et de soutien au sens large des malades chroniques. Donc par réseau de soins et soutien, on entendait à la fois la famille, les voisins, le voisinage, mais aussi les professionnels de santé, l'accès aux associations, etc. C'était quelque chose qui était laissé de manière assez ouverte aux personnes pour voir en fait de qui ils parlaient quand on leur parlait justement de leur réseau de soutien, de leurs ressources, etc. Donc c'est un projet donc avec une approche interdisciplinaire et participative. Donc il y avait 9 maîtres de conf, chargés de recherche, professeurs, post-doc. On pourra détailler un peu plus précisément ces statuts parce que je pense que ça a aussi une importance. 2 représentants au conseil de surveillance de la PHP et un psychiatre au départ. Donc c'est un projet en fait qui était uniquement qualitatif, donc avec l'idée de mener des entretiens. Et je vais reprendre les différentes phases, ou je peux peut-être les exposer dès maintenant, ce sera peut-être un peu plus simple. Uniquement des entretiens auprès de patients, mais avec tout d'abord en fait, je vais passer comme ça, hop. Je reviendrai ensuite. Tout d'abord, des entretiens exploratoires auprès des professionnels de santé et des associations pour savoir en fait comment, qu'est-ce qui s'était passé pendant le confinement pour les pathologies qu'on avait étudiées. Puis des enquêtes auprès des patients, qui étaient vraiment le cœur en fait de l'étude, avec ensuite la volonté qui n'a pas pu vraiment être réalisée de faire une enquête auprès des acteurs du réseau de soins. Donc l'idée que les personnes, les patients qu'on avait rencontrés nous orientent ensuite vers des acteurs de leur réseau de soins, que ce soit leur conjoint, leur médecin, quelqu'un d'une association, etc. Que eux nous disent en fait pour eux qui avait été important pendant cette période et nous disent vers qui se tourner pour faire en fait la suite du projet, qui était aussi de pouvoir étudier comment eux-mêmes avaient vécu le confinement et qu'est-ce que ça avait changé peut-être aussi dans leur accompagnement, etc. Et en dernière phase, des focus group de restitution
auprès justement des personnes avec qui on avait pu faire les entretiens, parce que c'était aussi une enquête qui visait à produire des recommandations en cas de nouveau confinement, etc., pour la prise en charge de ces personnes. Alors, je vais essayer dans l'autre sens. Donc voilà, donc c'était vraiment une enquête qualitative et participative, au sens où il y avait ces deux représentants de patients, donc avec uniquement des entretiens, uniquement du qualitatif, et on avait construit cette recherche avec l'aide d'associations, et donc l'idée c'était de passer aussi par des associations pour pouvoir atteindre des personnes, pour pouvoir faire les entretiens, et aussi de passer par les services de santé dans certains cas. Et donc, on a travaillé sur 4 maladies chroniques qu'on a choisies. Et je vais préciser quand je dis « on », de qui je parle. Donc, on a choisi en fonction aussi de comment se dessiner leur réseau de soutien et leur lien avec l'hôpital. Parce qu'on voulait à la fois pouvoir comparer des personnes qui avaient besoin d'un accès et d'une fréquentation très... pas quotidienne, mais importante de l'hôpital, face à des personnes qui étaient plutôt suivies en soins de ville, pour pouvoir voir justement, puisque c'était aussi la question de la réorganisation de l'hôpital. Donc on a choisi de faire des entretiens d'enquêter sur 4 maladies, qui étaient la mucoviscidose et les maladies rénales, pour la partie vraiment plus dépendante de l'hôpital, avec la question des dialyses, notamment d'hôpital ou d'association, avec la question des dialyses qui ne pouvaient pas s'arrêter, avec des patients qui pouvaient être greffés. Voilà, il y avait cet aspect de proximité. L'hémophilie, pour la question des personnes plus autonomes dans la gestion de leur maladie. Au départ, on avait pensé au diabète, mais ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, après, on a pensé à l'hémophilie. Et en dernier, la question des personnes vivant avec des troubles psychiques et étant plutôt suivies en ville. Voilà. Et au départ, donc, on avait demandé l'accord des associations pour pouvoir justement que cette recherche soit aussi appuyée par les associations pour aussi accéder plus aisément aux patients. Ça n'a pas marché tout le temps, et notamment en santé mentale, finalement, un accord avait été donné, puis on n'avait plus de nouvelles en fait des associations, et on a dû passer par d'autres biais, notamment les GEM, donc les groupes d'entraide mutuelle, et des hôpitaux de jour, des établissements de psychiatrie, donc qui a dessiné un autre accès, sans doute un profil de patient peut-être aussi un peu différent, voilà, mais qui était aussi intéressant. Et donc, quand je dis ce qui est important, je pense, de préciser, c'est que du coup, c'est une enquête qui a été construite en fait avec l'ensemble des personnes présentes dès le départ. Alors, c'est-à-dire que dès le départ, en fait, les représentants d'usagers ont été associés au projet, et que la problématique, elle s'est construite à la fois avec les chercheurs et les représentants d'usagers. En fait, c'est donc une idée de recherche qui est partie de l'Institut La Personne en médecine, qui est donc un institut où se regroupent plusieurs personnes pour travailler, puisque c'est des chercheurs ou des maîtres de conférences qui sont à l'université Paris-Cité et qui peuvent se retrouver dans ce lieu pour travailler. Moi, j'étais à l'époque embauchée en tant que post-doctorante pour travailler sur un autre projet. Donc c'est comme ça que j'ai aussi été associée à ce projet-là. Et donc avec une volonté, au début du confinement, au tout début du confinement, de travailler aussi sur la question, parce que La Personne en médecine, c'est un institut assez spécialisé sur la question de la maladie chronique, de la maladie à vie, etc. Donc un intérêt pour travailler sur ce sujet-là, et avec dès le départ cette idée de s'appuyer aussi sur les associations, et donc de convoquer des personnes telles que Thomas Sagnier et Marie Citrini, qui sont assez connus dans le domaine des maladies chroniques, comme représentants d'usagers, comme personnes très impliquées dans les associations d'usagers,
et donc qui se sont d'abord tournés vers ces personnes qu'elles connaissaient déjà dans le cadre de l'Institut de la personne en médecine. Marie Citrini, je crois qu'elle fait partie du conseil scientifique, etc. Et donc se sont tournés vers elles pour organiser déjà, avec l'appui des associations, des sortes de focus group, de discussion auprès des associations, d'essayer d'avoir accès aux associations pour déjà discuter un peu comme un terrain exploratoire de qu'est-ce qui se posait comme question avec le confinement, qu'est-ce qui jouait à ce moment-là, et donc qu'on organisait comme ça des séances de discussion pour faire remonter des problèmes, et à partir de là, ils ont commencé à écrire le projet tous ensemble. Donc c'est vraiment un projet qui a été monté avec tout le monde et où la problématique, la question de recherche a été montée avec tout le monde. Donc avec à la fois un apport de la sociologie, de la psychologie, de la philosophie, de l'anthropologie qui était plus représentée au moment de la constitution du dossier, parce que il y a aussi des changements, voilà, dans les carrières, etc., qui font que parfois les personnes après ne sont plus là pour faire le terrain, et les représentants d'usagers. Donc voilà, ça s'est vraiment constitué comme ça. Et c'est là qu'ont été choisies notamment ces maladies discutées, l'intérêt de pouvoir avoir trois entrées. Et qu'a été conçu ce dispositif d'enquête avec l'idée dès le début de faire en fait qu'il y ait 2 enquêteurs par entretien pour chaque entretien, et si possible avec une représentation de la discipline. On va voir que ça n'a pas, avec une représentation de diverses disciplines. On va voir que ça n'a pas été forcément possible, rarement possible, et on verra pourquoi. Donc c'est des entretiens qui ont été menés soit en présentiel, plutôt pour les personnes souffrant de troubles psychiques, et pour les autres c'était plutôt en visio. Et il y avait une rémunération prévue dès le départ des représentants d'usagers, une rémunération qui était prévue par un fonds de l'Institut de la personne en médecine qui n'était pas inclus dans le projet de recherche. Alors, du coup, quelques résultats un petit peu avant de revenir sur la tambouille justement de comment s'est faite l'interdisciplinarité. Donc je vais vous présenter des résultats que j'ai choisis, donc voilà, qui ne disent pas tout. Je vais vous présenter plutôt des résultats sur la question de la prise en charge, voilà, qui est aussi ce sur quoi moi j'ai le plus travaillé, donc c'est peut-être pour rien que moi je vous présente ça. Mais donc voilà, donc l'idée c'était de voir, je vais moins parler des réseaux de soutien par exemple. Donc ce que montre, c'est donc on a fait 54 entretiens avec les patients après avoir fait une quinzaine d'entretiens exploratoires auprès des professionnels et d'associations sur chaque pathologie pour essayer un peu de comprendre le contexte et qu'est-ce qui avait pu être mis en place sur chaque pathologie au moment justement du premier confinement. Ces entretiens ont été réalisés de janvier 2021 à juillet-septembre 2021. Donc voilà, quand même un temps aussi après le premier confinement. C'est pour ça qu'on est revenu sur les différents confinements, et puis les entretiens à la fin ont aussi de plus en plus inclus la question du vaccin, ce qui était moins présent au début, et donc voilà, il y a aussi des évolutions là-dessus. Donc ce qu'on a remarqué concernant les maladies chroniques, c'est que du coup il y avait peu de ruptures de suivi clinique concernant les traitements réguliers. Donc il y avait voilà, les traitements étaient maintenus, toutes les ordonnances étaient maintenues. Ceux qui avaient des rendez-vous qui étaient prévus à cette période, parce qu'il y en avait plein qui n'avaient pas de rendez-vous en fait prévus à cette période du premier confinement, et qui disaient que finalement ça n'avait pas forcément changé grand-chose parce que ils allaient bien, qu'il n'y avait pas d'enjeu à ce moment-là, etc. Et pour ceux qui avaient un rendez-vous, il y a eu un passage aux consultations téléphoniques qui s'est fait parfois de manière très rapprochée quand ils venaient justement de sortir de soins, ou qu'il y avait un état de santé qui était vraiment à vérifier, quoi. Donc il pouvait y avoir voilà, un suivi rapproché de plutôt consultation téléphonique que d'ailleurs téléconsultation, puisqu'à l'époque c'était assez rare, voilà. Et ou sinon des reports de consultation au déconfinement quand c'était jugé plutôt inutile. Donc c'est vrai que le premier discours qui était assez intéressant des patients, enfin des personnes qu'on enquêtait, c'était qu'il n'y avait pas, ils le percevaient pas comme une rupture de soins. Il n'y avait pas trop cette idée de rupture de soins, et ce report était
ne générait pas d'appréhension. Et donc, ce qui est ressorti, c'était aussi que finalement, qu'est-ce qui faisait qu'ils n'étaient pas très inquiets, c'est qu'il y avait une relation de proximité et de confiance avec soit leur médecin, soit leur centre de soins, avec l'idée que, en fait, de toute façon, on a leur numéro, ils nous connaissent, ils savent qu'on peut appeler, nous, on sait qu'on peut les appeler s'il y a un souci. On a cette relation un peu privilégiée avec ces médecins et donc on n'est pas perdu, on sait où aller, on sait vers où s'orienter. Et aussi, autre argument, il y avait une bonne connaissance de son corps et de sa maladie, de ses symptômes. Et donc, on n'est pas inquiet parce qu'en fait, on sait qu'on va bien et que quand on a des choses qui vont pas, on le sent, on le sait nous-mêmes, on n'a pas besoin du regard du médecin et donc c'est nous-mêmes qui allons l'alerter. Donc quand même une bonne connaissance de soi. Mais voilà, des reports de soins, ceci dit, qui sont pas jugés vitaux, mais qui changent la vie, comme justement les greffes ont été suspendues, il y avait des traitements qui devaient être modifiés, notamment en hémophilie ou en mucoviscidose, où ils devaient passer à des nouveaux traitements. Donc toutes ces choses-là ont été reportées, alors qu'elles changent quand même la vie. C'est pas rien que de le reporter. Un accès aussi aux médecins limité, parce que finalement, quand les consultations étaient reportées, c'était souvent les infirmières qui informaient du report et pas les médecins. Donc sur le coup, on dit oui, d'accord, mais en fait, on n'avait plus accès aux médecins. Et donc si on avait des questions, vu qu'on nous appelait pas au moment du rendez-vous, on n'avait pas eu le temps. Ils n'avaient pas eu le temps de préparer leurs questions. Des difficultés pour certains à honorer les consultations téléphoniques quand elles étaient mises comme ça, notamment pour les personnes qui avaient des troubles psychiques qui finalement étaient toujours dans le métro, en course, au moment du rendez-vous, et donc avec quelque chose qui s'est passé, même si c'était pas dit comme ça. Des rendez-vous qu'on ratait systématiquement. Bon, et des enjeux autour de la crainte d'une rupture de stock de médicaments qui pouvaient venir de discussions dans les associations, de pharmacies, etc. Et des stratégies mises en place, notamment par les hémophiles, pour éviter de se blesser. Voilà, pour éviter le plus possible d'avoir à recourir à des médicaments. Et par contre, si pour la maladie chronique, il y avait finalement ce discours de bon, ça a été, on gère, on notait par contre une désorganisation aux conséquences parfois sérieuses des soins périphériques ou de support. Et donc dès qu'il y avait finalement une autre maladie qui arrivait, comme par exemple une patiente qui était atteinte de mucoviscidose, qui avait été greffée et qui avait eu une septicémie avant le confinement et à qui on avait posé une sonde et qui l'a gardée beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'aurait dû, puisqu'il y a eu le confinement entre-temps. Elle a eu du coup un début d'insuffisance rénale, une inflammation, et elle ne s'en est pas rendue compte. Voilà, il y avait tout ce côté de quand c'est pas notre maladie, quand on n'est pas habitué à connaître les symptômes, etc., et que c'est pas nos médecins habituels, et donc on ne sait pas comment joindre ces médecins-là. Là, il y avait beaucoup plus une dégradation au niveau de l'accès aux soins et au niveau de l'état de santé. Donc voilà, moins de relations facilitantes, des symptômes moins bien connus, etc. Et là, il y avait plus de problématiques à ce niveau-là. 5 minutes, j'accélère. 5-8, ok, j'accélère un peu moins. Et du coup, une baisse de la qualité des soins aussi, ça c'est quelque chose qui est ressorti assez fortement. S'il y avait effectivement les traitements médicaux qui étaient maintenus, par contre, la question de la qualité des soins était beaucoup plus questionnée, puisque les soins étaient réduits aux seuls actes de soins vraiment médicaux, aux traitements, etc. Et on voyait deux choses un petit peu poindre, c'est que il y avait des restrictions des droits des patients. Donc en dialyse, en fait, normalement, ils ont des collations qu'ils n'avaient plus, puisqu'il y avait plus de partage de nourriture, etc. Donc, or, ça fait partie, voilà, des 4 heures de dialyse, où on a aussi des petits goûters, des choses comme ça. Il y avait aussi interdiction des visites et d'accompagnement des proches, mais ce qui était aussi très compliqué pour les gens notamment qui habitaient très loin des hôpitaux. Ce que j'ai pas précisé, c'était que c'était une enquête sur toute la France, hein. On a essayé de faire varier les régions aussi, et donc aussi avec la fermeture des hôtels, en fait, les accompagnants ne pouvaient pas accompagner, ne serait-ce qu'à la porte de l'hôpital. Et quand on vient de loin, de 80 km, comment on y va, qui nous accompagne en voiture, etc. Donc il y avait tous ces enjeux-là.
Et une modification des rapports d'interconnaissance avec le personnel hospitalier, puisque finalement, quand c'est des gens qui sont aussi habitués à venir, ils connaissent le personnel et ils sont habitués à avoir des interactions, et toutes ces interactions font aussi de la relation de soins. C'est aussi le fait qu'on peut discuter, que les gens connaissent nos habitudes, nos manières de faire, etc. Et là, en fait, avec la réquisition de certains professionnels, la fermeture de certains services, il y avait plus tout ça. Les professionnels de santé n'avaient plus le temps, il y avait plus toutes les petites attentions, toutes les interconnaissances, et ça jouait beaucoup. Et donc ça c'était retranscrit dans une idée de perte du statut privilégié de malade chronique. Il y en avait qui disaient, moi avant, quand j'arrivais, j'étais reçue comme un chef d'État, là c'était plus le cas, quoi. Donc ça, voilà, qui joue, et une mise en lumière des insuffisances dans certains suivis, où tout d'un coup on se dit, ah bah oui, ça marche plus tellement, etc. Je vais passer sur ça pour aller sur la suite, et donc plus pour revenir sur la question de l'interdisciplinarité. Donc, comme je l'ai dit, c'est un projet qui a vraiment été monté dès le départ, en fait, de manière interdisciplinaire, avec l'ensemble des personnes qui ont participé à la construction du projet, à la construction de la problématique, et aussi à la construction du guide d'entretien. Et donc avec des discussions qui pouvaient y avoir justement entre à la fois les différentes disciplines et aussi la question des représentants de patients. Ce qui a très bien marché, je pense, pour ce projet, c'est la question des réunions collectives toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, avec un peu toutes les disciplines représentées. Et ça, c'était vraiment important. Ça a permis de garder un rythme et de garder tout le monde dedans. Et ça a permis aussi de faire valoir l'ensemble des regards et des différents regards sur la discussion, de l'analyse, même dès le moment des entretiens, parce que finalement, dans ces réunions, on disait, bah voilà, moi j'ai fait des entretiens avec telle ou telle personne, comment ça se passe, etc. Donc ça, c'était des choses importantes. L'avantage de la manière dont le projet a été monté et dont il a été mené, effectivement, il y avait la question de l'accès au terrain facilité via les associations, et via les associations qu'on avait avec lesquelles on avait eu des contacts grâce aux représentants d'usagers qui connaissaient très bien les associations, voire qui en étaient membres pour certains. Ce qui nous a permis, leur présence aussi nous a permis une compréhension plus fine de certains contextes, comprendre des enjeux pour certaines pathologies qu'on comprenait pas forcément, la mise en avant de la spécificité des maladies rares et de l'organisation très spécifique aussi des maladies rares, où on avait plusieurs maladies rares dans l'enquête, et ça c'était aussi important. Les représentants d'usagers, ils ont aussi beaucoup travaillé sur la reformulation plus naturelle, plus compréhensible pour les personnes, des questions dans le guide d'entretien. Ils ont beaucoup insisté là-dessus. Voilà. Après, sur la manière dont s'est mené le projet, donc avec l'idée au départ que tout le monde allait participer à tout, ça a été plus complexe que ça. Effectivement, les entretiens qui devaient être menés en binôme, bidisciplinaires, l'ont pas toujours été, parce qu'on a eu aussi une réduction des forces entre le début du projet et la suite, avec une surreprésentation des collègues sociologues aussi, parce que finalement, comme on avait une difficulté d'accès au terrain en santé mentale, et tout d'un coup, on a pensé à quelqu'un qui travaillait là-dessus et qui travaillait dans un hôpital et qui nous a ouvert des terrains, et donc on a aussi inclus. On a recruté un postdoc, donc une postdoc pour le projet, et donc quand on recrute une postdoc, c'est forcément d'une discipline, et or c'est cette postdoc qui fait aussi le plus gros du travail. Donc c'était une postdoc en sociologie qui a été recrutée. C'était pas la demande initiale, mais ça s'est fait comme ça. Peut-être aussi parce qu'il y avait plus de collègues sociologues dans le consortium. Ça peut jouer, hein. Donc voilà, moi aussi qui étais postdoc à mi-temps sur le projet, j'étais sociologue. L'autre difficulté aussi, c'était un peu la question de accéder aux patients par les associations au niveau de la sélection, justement, où on voulait différentes origines sociales, différents âges, etc. C'était pas toujours évident à faire entendre, à faire comprendre qu'est-ce qu'on entend par origine sociale, etc. Ça, c'était compliqué. Mais bon, ça se résout.
après, ce qui a été assez les difficultés les plus importantes, enfin, je pense, c'était aussi que finalement, les entretiens ont été menés principalement par les collègues sociologues et psychologues. Et donc, vu qu'au final, il y avait une seule psy vraiment dans l'enquête, forcément, elle pouvait pas être sur tous les entretiens. Il s'avère que les représentants d'usagers n'ont pas mené d'entretien finalement. Pareil, ensuite, on a fait un séminaire une journée vraiment pour commencer à l'analyse des résultats avec la constitution d'un arbre de codage, etc. Où on a tous participé et où c'était assez intéressant de voir comment les personnes se positionnaient et justement comment les représentants d'usagers faisaient presque naître un autre regard, comme une autre discipline aussi qui valorisait plutôt l'empowerment, etc. Et qui disait mais vous avez pas du tout vu ça dans ce que vous dites, c'est hyper important. Et c'était vraiment comme si c'était un autre langage avec d'autres justement grilles d'analyse, etc. Donc c'était assez intéressant et je trouve que dans des résultats, c'est vraiment ressorti justement sur la connaissance de soi plutôt que le voir que comme un renoncement aux soins. Mais attends, c'est pas forcément du renoncement aux soins. Enfin, ça discutait de ces concepts-là. Par contre, voilà, quand il y a eu la question des entretiens, la question du codage, tout le monde devait faire du codage. Et au final, c'est les chercheurs qui ont fait du codage et surtout d'ailleurs les sociologues, même en fonction des disciplines. En philo, c'est compliqué aussi le codage, etc. Enfin, c'est pas forcément dans la nature de faire des entretiens, etc. Donc voilà, il y a tous ces enjeux qui ont été, je pense, à la fois les personnes se sentaient pas de le faire. Se sentaient pas assez bien formés, assez aptes à le faire. Et c'est vrai que on a pu dire on va le faire, mais il y avait toute la question du temps. Et puis derrière, la question des publications. Et donc pour l'instant, finalement, les publications, elles se travaillent plutôt en binôme, en trinôme, disciplinaire, unidisciplinaire, voire bidisciplinaire. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a aussi la question des statuts. Donc les postdocs ont besoin de publications dans leur discipline pour pouvoir être recrutés, mais même les maîtres de conférences ont besoin de publications dans leur discipline pour ensuite pouvoir être promus, etc. Il y a la question de quel type de revue et puis aussi de comment en fait on co-signe. Et c'est pas du tout les mêmes normes en fait. En sociologie, c'est quand même rare de voir des articles co-signés à 10, 12. Il y a pas les mêmes normes sur qui écrit. Et nous en fait, être dernier, c'est pas co-diriger la recherche comme en santé publique. Donc c'est vrai que c'est aussi plein d'enjeux là-dessus. Donc voilà, un peu pour finir, l'importance à la fois des réunions collectives et de l'intégration de tout le monde dès le départ à toutes les étapes, je pense que c'est très important. Mais finalement, la question du temps collectif qui est difficile à trouver, dont on a parlé aussi tout à l'heure, et qui est aussi d'autant plus limité par le temps très limité des projets de recherche. Là, on avait un financement de 9 mois avec des rapports à rendre, etc. Et voilà. Merci.